Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Adolphe, de nous avoir appelé et donné votre témoignage sur le 319 462 89 119. On pourrait vous recevoir si vous êtes politologue, docteur, sociologue et vous avez un lien étroit avec Maître Agboibor dans d'autres émissions aussi. Alors dites-nous, docteur, vous venez d'écouter également la question de l'auditeur, de monsieur Adolphe, vos réactions? Monsieur Adolphe, merci pour votre pertinente question. C'est le nœud je peux dire, de certains propos qui agissent beaucoup sur la pensée de nos camarades. Je vais simplement dire que le travail que fait Maître Agboibor et je veux dire la plupart et tous les démocrates qui sont en train de construire cette idéologie au Togo, c'est de respecter les principes. Et cela demande d'abord de bien comprendre ce que la démocratie demande elle-même. La démocratie que nous mettons en place au Togo, avec Agboibor, c'est le pluralisme politique qui est le socle de ça. Et dans le pays où, je ne sais pas d'où vous appelez, M. Adolphe, mais si vous voyez chez vous aux États-Unis ou en Europe, tous les pays démocratiques, des grandes puissances de l'Ouest, je veux dire, vous verrez, vous avez l'opposition, le pouvoir et les autres partis qui librement participent à l'Assemblée nationale, dans toutes les institutions. C'est comme aux États-Unis, récemment, vous avez vu les élections qui ont eu lieu. Vous verrez les démocrates au niveau de la commission électorale, vous verrez les volontaires, vous verrez les républicains au niveau de la commission électorale, vous verrez aussi d'autres partis que vous ne connaissez pas. C'est une obligation de participer à cela. Ce n'est pas un choix. Nous avons opté pour le multipartisme, nous avons opté pour le pluralisme. Ces institutions, écoutez, avant 1990, c'était le monopartisme. Et effectivement, les gens sont morts, ont lutté pour que cela ne se reproduise plus et que toutes les institutions, toutes les représentations soient dans les instances de la République. Et c'est pour cela que les gens ont lutté contre Yadema de quitter le monopartisme et d'ouvrir ces institutions. C'est nous qui l'avons décidé, nous, le peuple togolais, que c'est ce que nous voulons. Et Yadema a accepté et il nous a accompagnés dedans. Alors, donc c'est pour cela, à la fin de la conférence, dans ce format, tout comme au Bénin, vous avez vu que immédiatement à la fin, il fallait nommer un premier ministre et pas n'importe lequel de l'opposition parce que le pouvoir existait déjà dans le monopartisme. Donc, on a demandé qu'il y ait un premier ministre, mais qu'il soit de l'opposition. Il y a des gens accepté que c'est raisonnable. Si c'est que nous voulons ce mélange. Et ce pour c'est revenu au premier ministre, à l'opposition. Et c'est pour cela, en 2006, nous l'avons encore fait. Parce que c'est un principe qu'il faut respecter. Cette participation de l'opposition, nous nous battons pour cela. Pour la diversité d'idées, la richesse dans le travail. Mais si M. Aoudi, je pense, comment il s'appelle à la CENI. M. Adolphe. M. Adolphe. Il s'appelle M. Adolphe. Oui, je parle de... Oui, bien sûr. Je veux parler de gars qui a quitté la CENI. Je pense qu'il s'appelle Aoudi. Le gars du cadre dont il parle. Oui. Je pense qu'il s'appelle M. Aoudi. S'il a quitté la CENI récemment, ça n'engage que lui-même. Parce que nous sommes individuellement d'abord démocrates si nous le voulons. Et nous avons notre dignité, nous avons nos principes. Mais il peut être membre de parti, mais il est un être humain, il est libre de faire ce qu'il veut. Il peut arrêter de faire son travail, mais il peut aussi désobéir s'il le fait. C'est la nature de l'homme. Donc, le Maître Agboibor ne peut pas contrôler le moral de tout un chacun ou la liberté de tout un chacun, je vais dire. Vous voyez. Mais il peut lutter
pour que le principe démocratique soit respecté. Donc, il a un intérêt à ce que les partis d'opposition prennent leur place dans les institutions de la République, parce que ce sont ces mêmes partis d'opposition qui ont présenté la démocratie de cette façon au peuple, et c'est ce que nous voulons. Et des gens sont morts pour cela. Donc, si ces partis ne veulent plus participer, donc ça veut dire que nous n'allons plus dans la démocratie. Ce n'est plus la démocratie. Vous voyez. Maintenant, est-ce que dans les pays de l'Ouest que nous copions, est-ce que vous voyez un seul côté dans toutes les institutions de l'État? Ce n'est pas ça. Donc, le modèle que nous faisons au pays n'est peut-être pas conforme au modèle original de la démocratie. Ça, c'est un choix que nous devons faire. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Et chaque chose a un effet. Hein. Chaque chose a un effet, c'est-à-dire que si vous voulez résoudre une équation, vous considérez les variables. Vous pouvez arriver à un résultat. Si vous enlevez certaines variables, vous allez arriver à d'autres résultats. Et la vie est faite comme ça. Donc, notre rigueur dans la démocratie, c'est ce que Maître Agbouibo essaie de démontrer. Mais il faut plutôt se battre pour que ce qui est promis au peuple soit fait dans les normes et dans les règles de l'art pour qu'on puisse avoir les résultats escomptés, que de se plaindre alors que les principes ont été faussés. Et c'est ça, en fait, la difficulté de la démocratie au Togo aujourd'hui. Nous faussons les principes et nous nous plaignons et nous souffrons des conséquences de cela. Quel modèle voulons-nous? Soyons sincères avec nous-mêmes. Soyons sincères avec nous. Alors, l'histoire retenue, et avant d'aborder donc cette partie donc de notre émission, je voudrais rappeler aux uns aux autres que vous êtes également sur AfroWeb TV. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur afrowebtv.com/live pour nous suivre en direct si vous n'avez pas les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube ou sur lesquels nous streamons aujourd'hui également. Merci à tous et à chacun de vous d'être avec nous et de collaborer avec nous pour ce grand hommage que nous rendons. Premier hommage à la diaspora, c'est ici, c'est nulle part ailleurs. Et donc l'histoire également a retenu que le 3 août 2001, Maître Agbouibo a été emprisonné en raison donc d'une plainte du Premier ministre Kodjo Agbeome, ce qui a mis fin au processus de dialogue, et la cour d'appel l'avait libéré donc de toute poursuite également en janvier 2002 et l'a libéré véritablement. Et aujourd'hui, nous qui sommes jeunes, nous nous posons la question de savoir que s'était-il réellement passé. C'est une histoire qui a secoué beaucoup, non seulement Maître Agbouibo, mais plusieurs personnes, même au sein du pouvoir. Et il était question d'une accusation, je veux dire, une plainte déposée par l'ancien Premier ministre Agbeome Kodjo, je pense que c'est dans les années 2001. Bon, et 2001. Ça concernait, oui, ça concernait des accusations qui étaient portées contre lui, contre Agbouibo, en fait, comme il parrainait un groupe de criminels de bandes armées, je ne sais pas, dans la région de Yoto, plus précisément à Sédomé. Et il y a eu des enquêtes qui ont eu lieu, je pense des enquêtes internationales, qui ont été publiées aussi au niveau de l'ONU. Donc, c'est cela que Maître Agbouibo a révélé, et pointant du doigt Agbeome Kodjo. Donc, lorsque ça se passait à Agbeome, je crois qu'il était au port quand ça se passait. Donc, quand il est devenu Premier ministre, il a fait cette plainte-là, et le tribunal a condamné Agbouibo à 6 mois d'emprisonnement. Je pense qu'il a fait peut-être 6 ou 9 mois. Et c'était avec beaucoup d'émotion que ça s'est passé. Mais, vous savez,
c'est un événement qui a secoué beaucoup de personnes. Je me rappelle, je pense, même le ministre Bahara, J.B. Bahara actuellement, je pense à l'époque dans une de ses sorties, je sais pas, je pense il était à Genève, il a même écrit au président Yadéman de le libérer. Beaucoup ont milité en faveur d'Agbo pour qu'il soit libéré, et de tous les camps. Donc il faut que les gens comprennent comment cette émotion a été traitée et partagée. Maître Agbo a été très ému, parce que personne n'avait espéré cela. Mais bon, c'est le temps. On sent l'émotion dans votre voix et vraiment, Maître Agbo a tiré sa révérence. Donc, le 30 mai dernier, 30 mai 2020 dernier. Et aujourd'hui, donc, nous le rendons un grand hommage à travers également cette émission Avis de la diaspora diffusée de par le monde qui sera relayée sur d'autres plateformes nécessairement. Alors, par la suite, Maître Agbo a occupé également des responsabilités à la primature. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son passage à la primature, docteur Albert Katé? C'était un gouvernement qui était sorti à la suite de l'accord politique global en 2006, et il avait une mission particulière, c'était de réaliser les réformes politiques de l'APG à l'époque. Donc, déjà, dès le lendemain, ce gouvernement a été refuté par J.Chris Olympio et l'Union des forces de changement, qui avait des réactions contre le choix porté sur la personne de Maître Agbo. Et cela a été suivi par des pressions de l'Union des forces du changement contre leurs représentants qui devaient faire partie de ce gouvernement, jusqu'à des radiations. Et ça a secoué aussi l'accord politique global, la mise en œuvre complète de l'accord politique global, parce que en tant que Premier ministre, il y avait une élection qui était en vue, et je pense que c'était l'élection qui a gagné encore J.Chris Olympio après en 2007 avec 26 ou 27 députés. Donc il a réussi à pouvoir organiser cette élection, et il a aussi réussi à maintenir l'opposition en bloc dans le gouvernement, quand bien même J.Chris a fait sauter ces éléments, radier ces éléments. Mais la mission était poursuivie. Donc, comme je le dis, l'accord politique global demeure jusqu'aujourd'hui le socle des réformes politiques que le Togo poursuit jusqu'aujourd'hui. Même en 2019, il y a toujours des votes à l'Assemblée qui continuent, et les compromis. Le dialogue est permanent, mais c'est la mise en œuvre de ces réformes. Vous avez vu que ça a fait l'objet de tous les débats politiques depuis 2010 jusqu'à 2020, presque dans les contextes des élections législatives comme les contextes des élections présidentielles. Le fer de lance de la plupart des partis politiques, c'est la lutte pour les réformes politiques. Et on est dedans, on est toujours dans ces œuvres-là, bien pilotées par Maître Agbo en 2006. Et du moment où ce n'est pas fini, je pense qu'on a toujours du travail devant nous. Ce n'est pas encore fini, et vous parlez un instant donc de ses adversaires politiques et de ses pairs. Je voudrais faire référence, moi, particulièrement à Léopold Inevi, à Agbeome, à Fort Nyansingbe et à Démon Nyansingbe et à d'autres personnes. Quelles ont été vraiment les relations de Maître Agbo avec ses pairs ou ses adversaires politiques?
Bon, ce sont des relations, je vais dire, professionnelles pour la plupart des cas. Avec Yadema Agwiba était son juriste, son conseil juridique. Et ensuite, et je pense qu'il a aussi occupé le poste de représentant du Togo au truc là, à Genève. Donc, en tant que bâtonnier, vous savez que Yadema était, le président de la République est toujours le premier magistrat du pays. Donc, ils ont des relations professionnelles pour la plupart des cas. C'est ça qui a aussi construit son évolution avec beaucoup de jeunes avocats comme M. Kofigo et Jean Deguy et autres. Beaucoup ont grandi avec lui. Même l'ancien premier ministre Aoumé Zounou, qui a travaillé avec lui sur la CNDH. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui. Il a eu des gens à l'école, les gens qui s'inspiraient de ce qu'il est. Il y avait, je pense, Mme Madjamabo a dit quelque chose comme ça. Il y avait monsieur le ministre Trimois a dit quelque chose comme ça. Mais ils ont gardé ces relations au cours des discussions politiques, tout ça, d'une façon très courtoise. Et pour ses collègues comme le Premier Nevi, c'est toujours c'est une amitié profonde et je vais dire le combat collectif qu'ils ont mené pour la démocratie. Avec Yadema, c'est pareil avec Faure Gnassingbe, c'est une relation professionnelle, mais c'est des gens qui aimaient discuter beaucoup, de tête à tête, et tous les sujets difficiles et compliqués du pays, Wibo et Yadema avaient le désir d'échanger, de se confronter là-dessus. Et des gens vont vous raconter que parfois Yadema reçoit Wibo à des heures bizarres et même parfois avec ou sans ses collaborateurs, puisque les deux doivent vraiment se casser la tête. Et ça, il faut franchement saluer cela. La nouvelle jeunesse ne connaît pas beaucoup de cette histoire, comment tous ces acquis sont arrivés, pourquoi la confrontation entre le président de la République et le leader principal ou les leaders est quelque chose d'enrichissant. Ouais, donc, même avec Faure Gnassingbe, vous avez vu quand il était Premier ministre, le président Faure Gnassingbe assurait le respect de Maître Agwiba à qui il voulait s'y opposer dans son groupe. Et il avait loin de toute sa force pour qu'il puisse faire son travail et dérouler l'APG. C'était dommage que c'était plutôt du côté de l'opposition que le croix est venu contre l'APG soit pris. Et c'était vraiment regrettable. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que le pays continue d'en souffrir. Et je le dis encore, c'est dommage que ces relations n'ont pas donné tout ce que ça devait être. Mais ceux qui n'arrivent pas à entretenir ce genre de relations n'arrivent à rien donner sur la table, n'importe rien. C'est comme ça. Et je pense que Maître a profité de ces relations avec ses pairs comme de ses adversaires pour donner quelque chose au pays. Vous l'avez dit, et vous faites partie également de ces personnes avec qui Maître Agwiba discutait assez. Et aujourd'hui, moi, je révèle le secret qui est caché entre vous et Maître Agwiba. Alors, comment a-t-il passé ces derniers moments? Oui, Maître, je peux dire que j'étais trop proche de lui ces derniers moments, puisque quand il était malade récemment à Paris, au fait, il disait après le Covid, et, dès que la frontière est ouverte, il allait retourner. C'est ce qui était prévu. Mais bon, on a des contacts chaque 2-3 jours, je pense qu'il m'appelle. Parfois, il me réveille. Il se dit, aujourd'hui, j'étais réveillé là. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Mais quelque chose d'intéressant, c'est Maître était resté infatigable
tu ne pourrais pas deviner qu'il était malade. Tu ne pouvais pas deviner qu'il allait partir. Il travaillait permanemment. Et pour la petite histoire, jusqu'à son dernier retranchement, il était à la recherche d'un dossier. Et il essayait de comprendre les problèmes profonds qui minent l'histoire du Togo. Et c'était à la suite de la sortie du professeur Aboki qui expliquait les problèmes ethniques, les problèmes qui sont liés aux violences post-électorales au Togo. Et après cette présentation, Maître Agbouiba a continué à faire des recherches sur ce qui est à la base des problèmes qui minent la société togolaise. Et le monsieur est tellement pragmatique, professionnel, et qu'il était à la recherche des documents primaires, je veux dire, des preuves, des sources palpables, et au niveau des archives. Et c'est là où, parce que il voulait comprendre qu'est-ce qui a été déclaré même dans les années avant l'indépendance par les populations du Togo, que ce soit les populations du Nord, les populations au temps de Sylvanus. Quelles sont ces pétitions qui ont été introduites à l'ONU, les originaux? Il voulait voir le fond de notre histoire. Et au même moment, il suivait de près l'évolution de la situation politique au Togo. Et Maître Agbouiba était engagé dans une démarche d'une grande réconciliation, à l'horizon, et très intéressé par les efforts du prélat, de Monseigneur Bariga, du clergé, des religieux du Togo, leurs tentatives, leurs médiations qu'ils faisaient au Togo. Je pense que c'est un peu de cette médiation qui a aussi favorisé lorsque le dirigeant de la DMK, Agbomé, a été arrêté, il n'a pas été déposé. Et il suivait tout cela de près et encourageait beaucoup cette médiation-là. Et après la première libération d'Agbomé, et la crise a commencé par s'approfondir. Il avait beaucoup d'espoir. Il suivait Monseigneur Bariga et on en parlait dans le cadre d'une grande réconciliation. Et je peux simplement vous dire que Maître Agbouiba devait revenir avec quelque chose d'extraordinaire une fois encore. Et c'est dommage que nous l'avons perdu. Parce que ce sur quoi il travaillait, ce n'était pas aller aux urnes pour aller gagner des élections, prendre un pouvoir. Mais il voudrait colmater des brèches de notre société avec le concours de beaucoup de personnes. Et ça, on a raté ça. Mm-hmm. 1 heure ou 2 heures de temps ne suffiront pour parler de Maître Agbouiba, pour lui rendre un vibrant hommage. Nous avons commencé à travers cette première partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro TV. Ma dernière question concernant cette première partie qui nous permet de rendre le vibrant hommage à Maître Agbouiba. Dans les jours à venir, nous inviterons d'autres personnes également qui accepteront bien évidemment notre invitation à venir se joindre à nous pour qu'on puisse commémorer également ce grand homme. Il a écrit également le combat pour
un ouvrage titré donc Combat pour un Togo démocratique paru aux éditions Katala en 1999, également une encyclopédie juridique pour l'Afrique, tome 9, paru aux nouvelles éditions africaines en 1982. Nous reviendrons également sur ces détails-là, les ouvrages de Maître Agboibo dans d'autres numéros de votre émission. Pour l'heure, je voudrais poser une question pour mettre fin à cette première partie de notre émission en vue de la diaspora. Le 30 mai 2020, ce grand homme a tiré sa révérence et cela a impacté véritablement la politique togolaise. Et que signifie pour vous, docteur Albert Katé, le départ inattendu de Maître Agboibo? Personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé son deuil. J'aurais souhaité que le Togo ait d'autres Agboibo, mais nous n'en avons pas pour le moment. Et je suis ému, j'ai peur. Je n'ai jamais entendu Maître Agboibo utiliser le mot peur que à 2 semaines avant son décès. Et il me disait si nous ne comprenons pas le dessous de ces problèmes, si nous n'arrivons pas à régler ces différends, j'ai peur que... Et il a tiqué un peu. Et j'ai peur que nous allons vous laisser un héritage que vous ne pourriez pas gérer. Et ça, c'est la première fois que j'ai entendu Maître Agboibo utiliser le mot peur. Et cela a ancré en moi l'importance de ce qu'il voulait faire, de ce pourquoi il cogitait. Il cherchait une réconciliation profonde, mais il veut voir le fond de la chose. Il veut réussir cela. Il a compris qu'il faut qu'on réussisse cela. Mais combien comprennent cela aujourd'hui? Combien continuent de faire une course en avant? Et c'est pour cela que je dis, qui le fera? Personne. On n'en a plus. Et le Togo va manquer cela. Et ça me rappelle, encore en 1992, pour pouvoir réussir la conférence nationale, ils mettent le pays sur le pas avec Yadema. Il a convaincu Yadema de signer une amnistie. Et c'est cette amnistie qui a fait revenir Chikris Olympio au Togo pour la première fois que les gens ont vu. Et beaucoup d'opposants politiques. Il s'est sacrifié, voyant bien les intérêts politiques et partisans, mais il s'est sacrifié que tous les fils rentrent et se pardonnent. Et ce pardon a été signé par Yadema en faveur de ses adversaires politiques. Et je lui ai aussi posé la question de savoir, mais pourquoi cette amnistie, on n'en a pas pour le parti au pouvoir, pour les dirigeants de Yadema ou du pouvoir. Mais l'histoire nous montre qu'il y en a pour les opposants qui sont rentrés de l'extérieur. Je ne vais pas vous dire la réponse. Mais c'est cela que même ses adversaires comprennent en lui, qu'il est prêt à pardonner, qu'il est prêt à tout faire pour lever tous les obstacles, pour que le pays avance. Et ça, il le fait toujours. À témoin, à plusieurs reprises après la conférence d'Abuja, avant d'aller à Ouaga, et les 2 conférences de Ouaga 1 et Ouaga 2, le choix du Premier ministre ne devait pas être porté sur lui. Mais, à la surprise de tout le monde, Faure Gnassingbé, qui était un jeune, en face de ses papas, a compris et a fait la surprise en portant son choix sur Maître Agboibo. Et c'est ça qui avait énervé beaucoup de personnes. Mais comment est-ce qu'il a pu comprendre cela? Qu'est-ce qu'il a vu en Faure Gnassingbé? Qu'est-ce que Faure Gnassingbé avait vu en Maître Agboibo à l'époque? Il avait vu que c'est un bâtisseur, un réformateur. Et le Togo, jusqu'à aujourd'hui, n'en a plus retrouvé. Et nous n'avons plus d'acquis. Paix à son âme.
Paix à son âme, vous l'avez dit, merci infiniment à vous tous qui venez de rejoindre la grande famille des amis internautes et téléspectateurs d'Afro-Web TV. Nous recevons pour vous, pour rendre ce vibrant hommage à ce grand homme, Maître Agbo Ibor. Nous recevons Dr Albert Kate, leader d'opinion et également donc administrateur public. Merci à vous tous de nous donner votre avis également qui nous intéresse. Vous pouvez nous appeler sur le 319 462 89 79 et nous dire également ce que vous avez retenu de Maître Agbo Ibor. Ne commentez pas seulement, dites-nous pour vous également. Alors, permettez-moi également de lancer cet appel à tous les acteurs politiques, les entrepreneurs, les sociologues, les politologues et tous les acteurs de se joindre à nous pour rendre ce vibrant hommage. Nous sommes à bras ouverts pour vous recevoir dans notre émission Avis de la diaspora. On va prendre une petite pause, une occasion encore une fois donc de se ressourcer et revenir juste après pour aborder la seconde partie de cette émission Avis de la diaspora et surtout qui concerne l'avenir politique du Togo et surtout en l'absence de Maître Agbo Ibor.